troisième et dernière partie de ce rendez-vous, de cette heure de vérité. Président, nous allons évoquer les questions de justice et de réconciliation nationale. Mais avant, j'aimerais bien savoir quel est votre sentiment sur une triste actualité, l'enlèvement et l'assassinat du petit Excel. On a comme l'impression qu'on n'en a pas assez appris de l'affaire du petit Bouba. Alors aujourd'hui, quelle image vous renvoie notre société d'elle? Merci. Pour moi, notre société me renvoie en permanence l'image d'une société dans laquelle l'impunité est reine. Et tant que les uns et les autres auront toujours le sentiment que les actes, même les plus exécrables, je dirais les plus intolérables, ne sont pas punis, évidemment, l'homme dans sa bestialité ne peut que progresser à ce niveau-là. Et donc pour moi, il y a urgence à ce que des mesures soient prises pour donner des signaux forts. Dans un état de droit, un tel acte ne peut pas rester impuni. Nous avons déjà eu par le passé des actes similaires qui sont restés impunis jusqu'à ce jour. Évidemment, quand dans une société, on renvoie ce genre d'image, c'est la répétition, on s'expose à la répétition continue. Alors, parlons de justice. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la réconciliation nationale a fait de grands pas depuis la fin de la crise post-électorale? Et pourtant, ça reste un enjeu important, majeur, pour asseoir la stabilité, une stabilité sociopolitique durable. Le président, au lendemain de sa prise de fonction, je parle du président de la République actuelle, avait indiqué le timing suivant lequel il souhaitait parvenir à la réconciliation. Il avait posé comme postulat la justice avant la réconciliation. Il me semble que la justice a beaucoup fait. En tout cas, beaucoup de procédures sont aujourd'hui allées à leur terme. Mais personnellement, je n'ai pas encore vu les actes tendant à réconcilier les Ivoiriens en dehors de quelques indemnisations apportées à quelques victimes ça et là. Les grands gestes politiques pour réconcilier la nation ou pour au moins enclencher le processus de réconciliation véritablement ne me semble pas avoir été lancés, de sorte que j'en suis à demander aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent que les 2 années qui restent de son second mandat soient consacrées à réconcilier les Ivoiriens. Voilà, à ce chantier-là. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de procédures qui sont allées à leur terme. Vous avez aujourd'hui une partie de l'opinion qui a l'impression que la justice ne va que dans un seul sens. On poursuit les mêmes et que les autres également qui auraient pu être poursuivis parce que les crimes ont été commis dans les 2 camps ne le sont pas pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un constat qui est fait par toutes les parties, à la seule réserve que, de ce que je crois savoir, il y a eu des poursuites qui sont engagées contre certains, même si le régime qui leur est applicable n'est pas le même, parce que c'est un régime d'inculpation-liberté, tandis que dans l'autre cas, on est dans un régime d'inculpation-privation de liberté. Donc, en dehors de ça, il me semble qu'il y a des poursuites qui sont effectivement en cours contre d'autres partis. Il est vrai également que le rythme des poursuites n'est pas le même suivant qu'on est dans l'un des cas ou dans l'autre des cas. C'est pour ça que je dis il est temps d'accélérer le processus politique de réconciliation. La justice a fait son œuvre. En tout cas, même si c'est une œuvre incomplète et inachevée aujourd'hui, elle a commencé à faire son œuvre. Il est temps de passer à autre chose parce que mon espoir, mon souhait, c'est qu'en 2020, tout ça soit derrière nous. Qu'il s'agisse de prisonniers, qu'il s'agisse d'exilés, il faudra qu'en 2020, tout ça soit du passé et que les uns et les autres soient revenus
au pays pour faire ce qu'ils ont à faire et que ceux qui sont en détention puissent recouvrer la liberté. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu envoyer Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé à La Haye? Ce que je pense a posteriori n'a plus d'intérêt. Ils y sont. Donc, que je dise, on n'aurait pas dû, mais c'est fait. Est-ce que ça aujourd'hui, c'est de peut-être souhaiter que la justice internationale puisse elle aussi, parce qu'on reproche parfois beaucoup de lenteur aux justices étatiques, mais dans ce procès-là, on se rend compte que la justice internationale n'est pas plus rapide que la justice nationale. Et donc, mon souhait, c'est de demander à la justice internationale d'accélérer elle aussi ces procédures et ces processus. Dans l'autre camp. Dans l'autre camp. Alors, les questions de réconciliation nationale ont quand même montré de la justice ivoirienne une sorte de justice aux ordres. C'est ce qui revient dans les commentaires. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne est vraiment indépendante, libre, indépendante? Alors, j'ai une double casquette sur cette question. Ben oui, je suis un acteur. Vous êtes un acteur de cette justice. Un auxiliaire de cette justice. Et en même temps, homme qui se veut politique. Il y a du travail à faire pour notre justice, tout comme pour beaucoup de pans de notre société. Notre justice a besoin de réformes en profondeur. Parce que tant que nous ne nous engageons pas sur ces réformes-là, cette impression ne cessera pas. Et j'entends parfois dire, en fait, le cadre est là, mais c'est les juges même qui refusent leur indépendance. Parce que l'indépendance, c'est chacun qui la prend et qui œuvre en toute indépendance. Parce que la loi l'a consacré, le juge est indépendant, il est impartial. Sauf que, dans le cas ivoirien, dans le contexte ivoirien, on se retrouve avec des situations qui sont complexes. J'espère que je pourrai me faire comprendre par ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Allez-y. Un juge peut commencer comme substitut du procureur. Donc, étant lié au pouvoir exécutif, de qui il reçoit ses ordres, ses instructions. 2 jours après, il se retrouve juge d'instruction, donc qui doit être à équidistance donc, de toute partie, qui instruit à charge et à décharge. Le lendemain, il est juge du siège. Le juge d'instruction, c'est un juge du siège. Il est juge du siège. Il est chargé de régler les affaires des jugés. Le surlendemain, il est procureur de la République. Donc, dans sa carrière, il est tantôt représentant de l'exécutif, tantôt juge indépendant. Nous sommes des hommes. Et ça pose problème. Ça pose problème. Parce que à tout moment, il peut se retrouver dans l'un ou l'autre des situations, l'une ou l'autre des situations ou des positions. De sorte que, sans l'avoir voulu. Sans l'avoir voulu. Et l'autre problème, si vous voulez être indépendant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Mais sauf qu'à un moment donné, votre indépendance est confrontée à des réalités, je dirais, de votre existence. Vous êtes juge, vous avez 15 ans, 20 ans, vous êtes à un certain niveau, vous êtes à Abidjan. Bon, vous prenez une décision, rendez une décision qui ne plaît pas forcément, 2 jours après, vous êtes renvoyé à l'intérieur du pays pendant que vos enfants qui ont grandi, vous espériez que, bon, vous avez fait quand même la moitié de votre carrière, il est temps que vous soyez auprès de votre famille, vous vous rendez compte que, bon, là, je dois encore quitter ma famille pour aller faire 2 ans, 3 ans à 300, à 400 km. Vous savez, c'est des hommes. Après, quand on réfléchit, qu'on met tout ça en lien, les gens se disent à un moment donné, bon, écoute, est-ce que ça vaut la peine? Parce que j'ai une famille, j'ai bien envie de m'occuper de ma famille. Donc, c'est tout ça. Et pour nous, il faut fixer un cadre dans lequel les fonctions de magistrat du parquet et les fonctions de magistrat du siège sont 2 fonctions totalement dissociées. Quand on est au parquet, on est au parquet. Quand on est au siège, on est au siège. Et pour le siège, parce que c'est là où la question de l'indépendance se pose, en ce moment-là, on prend toutes les mesures. Et les mesures, c'est d'abord des mesures d'ordre matériel. Parce que si vous devez leur rendre la justice, en étant préoccupé par comment vous allez envoyer vos enfants à l'école le lendemain, cher ami,
ça va être difficile. Et donc, il faut leur donner les moyens de leur indépendance. Et autre chose, il faut leur permettre, en tant que pouvoir, troisième pouvoir dans une démocratie, d'avoir toute l'autonomie de recrutement, de promotion, de sanctions et de tout, si vous voulez. Il faut donner à ce pouvoir-là toute la latitude de prendre les décisions qui le concernent sans interférence du pouvoir exécutif. Parce que... Et là, c'est tout un programme. Ah, c'est tout un programme. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Vous savez, dans une démocratie qui fonctionne, dans un régime où le pouvoir judiciaire est effectivement un pouvoir totalement indépendant, la première victime, vous croyez que c'est qui? C'est ceux qui incarnent le pouvoir exécutif. Partout, quand les juges mettent leur nez dans les affaires des politiques, mais vous savez quels dégâts ça cause. Pour moi, les Ivoiriens auront l'impression que notre justice fonctionne véritablement bien lorsqu'il commencera à avoir des victimes de notre justice au sein des appareils exécutifs. Je pense que ce sera le meilleur signal, mais on n'y est pas encore. Et vous pensez que c'est ce qui pourrait réconcilier les Ivoiriens et leur justice? Ça pourrait réconcilier les Ivoiriens, mais ça donnera un signal. Comme depuis le début, je vous le dis, moi je suis un acteur politique, mais qui est à la recherche des signaux, parce que pour moi, les signaux importent beaucoup en politique. La manière, le signal que vous envoyez indique la façon dont vous allez vous comporter demain. Et pour nous, c'est important. Toute dernière préoccupation, quelle place faites-vous aujourd'hui à l'engagement citoyen? C'est quoi ça? L'engagement citoyen. Ça veut dire quoi? Le retour de la citoyenneté dans les prises de décision, le retour de la citoyenneté au sein même des populations, leur engagement citoyen. Bon, vous savez, moi ça peut paraître des théories, oui, mais cela a un sens. Je vous ai posé la question, mais ce que vous voulez dire, est-ce que vous parlez d'engagement citoyen? Prenons l'exemple de l'enrôlement, de la révision de la liste électorale que nous venons de vivre, parce que c'est récent. Vous avez vu que des cars ont transporté des citoyens d'un lieu A vers un lieu B, qui peut être distant de plusieurs centaines de kilomètres, pour aller faire un enrôlement. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est une question de sensibilisation? Pour moi, non, c'est une question d'argent. Mais, vous savez, ce qui est ridicule dans cette affaire, c'est que les populations ont commencé à retourner la situation contre les politiques. J'ai entendu dire que dans cet enrôlement, il y a des gens qui se sont fait enrôler plusieurs fois. Pour quel motif? Parce que quand vous vous enrôlez la première fois, vous avez un ticket qui justifie votre enrôlement, vous le présentez, vous allez ailleurs vers une autre officine, donc le camp d'un autre candidat, vous allez présenter un nouvel enrôlement, et bon, vous avez ce à quoi vous avez droit, ainsi de suite. Au point où, aujourd'hui, quand ils vont faire les croisements sur les 428 000 électeurs, on va se rendre compte que certains se sont en fait enrôlés 3, 4, 5 fois, voire plus. Mais est-ce que c'est une question de citoyenneté? Aujourd'hui, quand vous allez faire une rencontre politique, quand à la fin, vous ne mettez pas la main à la poche, vous pensez qu'est-ce qui se passe? Tout le discours que vous avez tenu, il est balayé par le fait qu'à la fin, vous n'avez pas fait un geste utile. Ah, les politiques devraient se reprocher beaucoup de choses. Mais bien entendu, parce que c'est eux qui ont envoyé l'argent dans le discours politique. Et aujourd'hui, moi je plaide pour que, si loi il doit y avoir, en tout cas des décisions soient prises, pour que les questions d'argent, de distribution de l'argent en période électorale soient interdites. Pour moi, c'est seulement en ce moment-là que le discours peut être audible. Mais sinon aujourd'hui, vous allez tenir votre discours, mais tant que par la suite, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de mesures d'accompagnement, mais vous n'êtes pas entendu. Au point où, aujourd'hui, certains politiques ne cherchent même plus à séduire la population. Leur seule préoccupation, c'est comment avoir amassé le maximum possible. Parce que, à la fin, c'est ça qui va faire la différence. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut fixer un cadre, il faut prendre des décisions courageuses pour y mettre un terme.
Maître Brahima Soro, merci infiniment d'être passé par chez nous. Vous êtes le président de l'UPC, entendez, Union pour la Côte d'Ivoire. Merci et très bonne journée. Merci, je vous remercie.